Et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Après un passage mouvementé à l'Assemblée, le plan de rigueur est à l'examen au Sénat. Le débat promet d'être vif. L'une des mesures, la taxation des mutuelles, n'est pas du goût de tous. Un amendement visant à la supprimer devrait être déposé par un proche de Jean-Pierre Raffarin. Scandale du Mediator, scandale du Protélose. Les révélations s'enchaînent sur les pratiques du groupe Servier qui aurait caché les effets secondaires de ce dernier médicament contre l'ostéoporose. Désormais, tous les médicaments de cette entreprise pharmaceutique sont sous stricte surveillance. Et puis cette question ce soir, quelle image vous faites-vous du Sénat? Peut-être la belle endormie, à l'ambiance feutrée, moquette épaisse et sièges en velours rouge. Eh bien ne vous fiez pas aux apparences. Sous une sérénité de façade, le landerneau sénatorial bouillonne et s'avance vers une âpre bataille. Le renouvellement des sièges est au centre de toutes les convoitises. Chacun veut sa place sous les lambris de ce palace de la République. Alors pourquoi? C'est le débat du 22h. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie. Ils ont donné du fil à retordre au gouvernement, mais finalement, les députés ont adopté certaines mesures du plan de rigueur, comme la taxe sur les hôtels de luxe. L'exécutif est donc soulagé, mais peut-être pas pour longtemps. Au Sénat, où le plan est à l'étude, c'est une autre mesure qui fait débat. Bérengère Danglas. Après la crispation autour des parcs à thème, c'est la taxe sur les mutuelles qui pourrait bien agiter les sénateurs. Et la fronde vient une fois encore de la Vienne. Pas de Jean-Pierre Raffarin cette fois, mais de l'un de ses proches, Alain Fouché. Le sénateur UMP a prévu de déposer un amendement pour supprimer cette mesure. Voilà les deux raisons qui me poussent à déposer cet amendement. Le coût pour les familles modestes, c'est important, et surtout le frein au développement de la santé. Donc tout ceci me paraît injuste. Une décision qui devrait ravir les socialistes. Comme à l'Assemblée, ils critiquent le manque de cohérence des mesures proposées par le gouvernement. Excepté la suppression du bonus consolidé qui permet à des entreprises comme Vivendi ou Total de ne pas payer d'impôts en France, ils ont prévu de ne pas voter le plan de rigueur. Une vingtaine d'amendements ont été déposés par les socialistes. Ils espèrent aussi que les mutuelles seront épargnées. C'est une mesure quasi générale qui va bien sûr opérer un prélèvement qui ne dit pas son nom. Donc j'attends la même mobilisation de mes collègues de la majorité au Sénat. Des positions qui risquent de contrarier le gouvernement. Hier, François Fillon demandait aux députés de régler la question rapidement. Un message entendu par la majorité sénatoriale. Cet après-midi encore, la commission des finances espérait un vote conforme. Ce qui nous attend va susciter forcément des critiques, des réserves, des protestations. Mais la situation de nos finances publiques est telle que nous avons collectivement un devoir de rééquilibrer nos comptes. Un vote qui pourrait donc être plus difficile que prévu. Pour le gouvernement, c'est la bataille de la crédibilité qui se poursuit. Et la décision était très attendue. L'aide de l'Allemagne à la Grèce est validée, mais sous condition. Le soutien de Berlin à Athènes en 2010 n'est donc pas contraire à la constitution allemande, selon les juges de la Bundestag. Mais désormais, le contrôle sur les futures aides sera suivi de très près. Margot Aubrio. Toute l'Europe attendait sa décision. Ce matin, la Cour constitutionnelle allemande a finalement donné son feu vert au plan de sauvegarde pour la Grèce. Le gouvernement allemand peut donc continuer à aider Athènes, mais d'autres États doutent. La Finlande, la Slovaquie, les Pays-Bas estiment que la Grèce ne ferait pas assez d'efforts pour redresser ses finances. Par exemple, la Grèce avait prévu des privatisations. Elle tarde à se faire voir. Et notamment, le montant pour 2011 des privatisations était de 5 milliards d'euros. Et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose de ces 5 milliards d'euros. Ensuite, il y avait la question de lutter contre l'évasion fiscale, de faire en sorte d'avoir plus de recettes fiscales. Là, on a l'impression aussi que le gouvernement ne s'est pas suffisamment attaqué au problème. Il est vrai que le pays est à la peine. La grande réforme fiscale promise n'a pas eu lieu. La Grèce est toujours gangrénée par le travail au noir, la corruption et la fuite des capitaux. Malgré plusieurs plans de rigueur successifs, la dette se creuse pour atteindre 150% de son PIB. Le chantier est colossal.
Le problème est qu'aujourd'hui, probablement, l'économie grecque n'est pas solvable. C'est-à-dire qu'il faut que la Grèce reconstruise complètement son économie et même sa société. C'est-à-dire qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des universités qui fonctionnent, que la bourgeoisie accepte de payer des impôts. Donc la Grèce doit accomplir une espèce de révolution culturelle et politique en sens. C'est ça qui est très difficile. Sans cette révolution culturelle globale, le scénario tant redouté d'un pays en faillite se préciserait un peu plus, et avec lui, l'effondrement de la zone euro. Et la question du jour avec notre partenaire Le Figaro.fr, crise économique, doit-on encore aider la Grèce? Eh bien non, selon vous, pour 64% des votants, oui pour 30% d'entre vous. Place à présent dans le 22h au décryptage de l'actualité du jour. Et désormais, je vous le dis, tous les mercredis, des éditorialistes nous accompagnent pour analyser les faits d'actualité et anticiper sur les événements à venir. À noter d'ailleurs que votre 22h le mercredi s'allonge et se densifie avec également le grand débat à venir tout à l'heure. Mais d'abord, notre séquence décryptage avec ce soir nos invités. Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, des Échos. Guillaume Duval, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue alternative économique qui titre sur la crise acte 3. Et puis notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Messieurs, première question plutôt générale. Quand on voit toute cette actualité, est-ce qu'on peut dire que la campagne présidentielle sera sous le signe de la finance, de la pression des marchés? En tout cas, cette pré-campagne l'est incontestablement. Ensuite, tout va dépendre de la durée de cette crise et du temps qu'il faudra pour la résoudre. Et a priori, mais là je parle sous le contrôle de spécialistes de l'économie, on voit mal que la crise se résorbe en quelques semaines. Donc oui, et du coup, cette conséquence assez inattendue et en tout cas inédite pour une campagne présidentielle, c'est que la campagne, pour l'instant, va sans doute se faire sur le mieux-disant en termes de rigueur et non pas sur le mieux-disant en termes de promesses, comme c'est généralement le cas d'une présidentielle. Justement, Guillaume Duval, qui est le plus crédible alors dans ce contexte? Aujourd'hui, le contexte est marqué, c'est vrai, par une crise. Le problème, c'est que la question va être surtout de résoudre cette crise, sans doute avant même les élections présidentielles. On va se trouver face à des échéances à très court terme maintenant qui vont poser des questions colossales. Ce que j'espère surtout, c'est que tous les acteurs politiques français mais aussi européens, je pense en particulier aux acteurs politiques allemands, vont avoir le courage de surmonter les tentations populistes du chacun pour soi qui risquent de nous conduire effectivement à une situation très difficile. J'ai vu la réponse à votre question sur l'aide à la Grèce. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on refuse maintenant d'aider la Grèce, ce qui va se passer, c'est que la Grèce va faire faillite. Simplement, si elle fait effectivement faillite, si elle quitte dans la suite l'euro, il faut savoir que ça aura des conséquences bien plus négatives pour nous, pour la zone euro, que ce qui est tenté actuellement. Alors, c'est pas l'avis de nombreux économistes allemands qui jugent presque inévitable la sortie de la Grèce de la zone euro. Jean-Louis, ce n'est plus tabou d'en parler? Ce n'est plus tabou depuis maintenant plusieurs semaines, en effet. Parce que bon, Guillaume a raison, si la Grèce sort, c'est un événement absolument considérable, non seulement pour la zone euro, mais aussi par le fait que, pour la première fois, la seule chose, si on peut dire, qui apparaissait comme quelque chose de stable, c'est-à-dire l'État, eh bien, dans un mouvement brownien général de l'économie, il y avait au moins un pivot qui saute. Et ça, c'est quand même ça serait quelque chose d'absolument nouveau et on ne peut pas mesurer les conséquences. Mais en même temps, on est en droit de se poser la question, est-ce que les plans d'aide successifs, au final, serviront à quelque chose? C'est-à-dire que, et cette réponse-là, on n'ose même pas poser véritablement cette question-là. Parce qu'en fin de compte, nous sommes au deuxième plan de sauvetage de la Grèce, puisqu'il y en a eu un en mai 2010, on refait 21 juillet 2011, on recommence. Est-ce qu'on peut le faire tous les ans? Et je pense que je ne suis pas d'accord trop avec vous, Guillaume, parce que je ne sais pas si on pourra dire simplement aux gens, il ne faut pas être égoïste, parce que c'est quand même un véritable problème. Vous savez, la fameuse phrase de Feydeau, j'appelle égoïste celui qui ne pense pas à moi. Bon, donc effectivement, on arrive un petit peu à ce genre de formulation. Et on voyait tout à l'heure, là, je regardais quel discours politique, d'ailleurs, il faut pour maintenir cette solidarité de la zone euro? En tout cas, c'est clair qu'il y aura une approche politique de cette question de l'aide à la Grèce. Je regardais tout à l'heure le débat entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Marine Le Pen, et Marine Le Pen martelait en disant mais vous nous dites un plan de rigueur, 12 milliards, trouvez ça, mais ces 12 milliards, c'est rien, à côté des 45 milliards votés le même jour et dont nous ne reverrons pas un seul centime. Donc il y a le sentiment, les 15 milliards. Les 15 milliards, mais qui s'ajoutaient
aussi Alors, à ce moment-là, ça fait 90. On se perd dans les milliards. Voilà, on s'y perd, mais en tout cas, elle disait, et bien sûr, tous les Français savent bien que nous ne reverrons jamais un seul centime de l'argent prêté à la Grèce. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est dans l'esprit des Français. Alors, la rigueur est présente d'actualité dans tout le pays, en France, y compris en France, avec le plan de rigueur qui est examiné au Sénat. Comment faut-il apprécier les tâtonnements de l'exécutif? Comment vous jugez bien la séquence, qui n'est pas achevée d'ailleurs, puisque le plan de rigueur est actuellement au Sénat? Comment vous avez vu tout cela? Avec beaucoup de scepticisme et enfin d'amusement, si on peut dire. C'est-à-dire que Valérie Pécresse était partie très fort au mois d'août en disant il y aura un budget juste et équitable en 2012. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc le résultat, ça a été une toute petite taxe pour les très très hauts revenus et beaucoup de taxes supplémentaires pour les salariés, en particulier sur les mutuelles, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que même les petits efforts qui étaient demandés aux revenus du capital en particulier sont remis en cause quand on pense à la détaxation des plus-values immobilières. Je ne sais pas ce qui va rester au bout du compte, à part peut-être des taxes supplémentaires sur la consommation et sur les plus pauvres, comme d'habitude. Moi, ce qui me frappe, c'est l'impréparation. Je n'arrive pas à comprendre que... Ils appellent ça le débat. Oui, mais enfin, c'est quand même... On n'arrive pas à comprendre qu'une affaire de parc d'attraction soulève 90 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement rien, soulève une espèce de bronca parlementaire. Enfin, on réunit ces parlementaires d'abord, on essaie de se mettre d'accord sur les grands axes, et ça passe sans problème. Alors là, on a dû ça, puis après on a les problèmes des plus-values immobilières qui revient sur la table. On va avoir au Sénat cette affaire de mutuelle, qui est effectivement une affaire extrêmement importante. J'ai l'impression, on discute de ce plan de rigueur depuis pratiquement le mois de juin, puisqu'on sait que 2012 n'est pas bouclé, et voilà qu'on a l'impression qu'on nous présente quelque chose qui n'est pas véritablement préparé dans le milieu dirigeant. Guillaume Tabar, comment tout ça est-il piloté, et est-ce que c'est piloté depuis Matignon, l'Élysée? Alors, l'Élysée, bien sûr, a un rôle central malgré tout, même si c'est François Fillon qui était envoyé en première ligne pour présenter ce plan, et puis bien sûr engager la discussion parlementaire, et puis ensuite les négociations aussi avec les autres partis sur la règle d'or, on en parlera peut-être également. C'est vrai que si on prend la fameuse affaire Raffarin, qui a mis un peu des mois à la fin de la semaine dernière, Jean-Pierre Raffarin dit clairement, il dit j'aurais reçu un coup de fil du secrétaire général avant pour dire bon, il y a ça, on vous prévient. Bon, il dit, on l'aurait su, il aurait sans doute essayé de convaincre de ne pas le faire, mais voilà, il n'y aura pas eu de drame politique. Et là, c'est vrai que le paradoxe avec cette mesure, comme vous le dites, est symbolique, parce que le montant n'est pas important, c'est qu'il y a eu à la fois une mini-crise politique pour, à l'arrivée, retirer cette mesure. Donc il n'y a aucun bénéfice économique sur ce terrain-là, même s'il y a des compensations qui ont été trouvées. Mais enfin, on a vu à la fin l'expression de corporatismes locaux, en l'occurrence, c'est quand même ça dont il s'agit, et en même temps un cafouillage politique qui aurait pu être facilement évité. Alors pour finir, Guillaume Duval, et je présente votre livre, La France d'après. Elle est comment, la France d'après, d'ailleurs, pour finir? Je dis simplement qu'elle a des atouts et qu'il faudrait qu'elle les joue, mais ce qui suppose beaucoup de transformation. Voilà, et l'occasion aussi de rappeler le livre de Jean-Louis, La crise de 100 ans. Voilà, vous êtes un visionnaire. La France d'après, c'est donc 150 ans. On se retrouvera. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat, et on se retrouve bientôt pour ce débat d'éditorialistes. Merci à vous. Dans l'actualité, à 32 jours du scrutin, Martine Aubry, candidate à la primaire socialiste, tient à Toulouse son premier grand meeting de campagne ce soir aux côtés d'un fidèle soutien. C'est le maire de la ville rose, Pierre Cohen, toujours distancé dans les sondages par François Hollande. La maire de Lille a détaillé sa vision de la France, sans oublier d'égratigner au passage le président de la République. On l'écoute. Parce que j'aime la France comme vous, je la veux forte, juste et unie. Et pour qu'elle le redevienne, il nous faut mener ensemble la bataille et tourner la page du sarkozysme. C'est ce que nous préparons dès maintenant. À Toulouse, je dis au président sortant, nous ne vous laisserons pas faire, je ne vous laisserai pas faire. Une autre candidate à présent, celle-ci persiste et signe, Ségolène Royal, qui a réaffirmé sa détermination à contester les conditions de réalisation des sondages sur la primaire PS, qui constitue, selon elle, un déni de démocratie. Pour cela, la candidate a saisi la haute autorité des primaires citoyennes.
Et puis la suite du 22h avec dans un instant le grand débat. Nous parlerons des sénatoriales. Justement, au lendemain de l'ouverture des dépôts des listes aux élections sénatoriales, la campagne a déjà commencé dans les Hauts-de-Seine. Roger Carucci, candidat officiel de l'UMP, tenait aussi son premier meeting ce soir alors qu'une liste dissidente a été déposée dans le même département. Tous les détails avec Paul Bouffard. Ils sont tous venus ici dans les Hauts-de-Seine. Le candidat officiel de la majorité, Roger Carucci, mène sa campagne. À 15 jours du scrutin, il donne un coup d'accélérateur, surtout quand le sénateur sortant, Jacques Gauthier, présente une autre liste à droite. Non, il y a une liste UMP, une liste investie par l'UMP et une liste dissidente. Mais bon, écoutez, en 2004, quand j'ai conduit la liste officielle de l'UMP, il y avait 3 listes dissidentes. Jean-François Copé, le patron de l'UMP en personne, est venu prêter main forte aux têtes de liste Carucci et rappeler qu'il n'y a qu'une liste de la majorité présidentielle. Malgré tous nos efforts, il y a effectivement une liste qui est dissidente à droite et je trouve ça d'autant plus dommage que malheureusement on ne peut pas se payer ce luxe. Voilà. Ma présence ici, c'est aussi pour dire à nos amis, à nos électeurs qu'on doit être rassemblés autour de la liste que conduit Roger Carucci. Jacques Gauthier, le troublion, le voilà, suspendu de l'UMP. Il dénonce les manœuvres de son propre camp pour le dissuader d'être candidat. On m'a offert 2 postes successifs dans des administrations que j'ai refusées. Vous savez, moi je m'éclate au Sénat comme l'on dit, je crois que j'y suis utile, j'ai marqué de mon empreinte à la commission de la défense où je me suis beaucoup investi, j'entends poursuivre le travail. Je ne cherche pas un titre, aussi ronflant soit-il. Hier, terre d'élection, terre de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, les Hauts-de-Seine ne sont plus ce qu'elles étaient. La suite du 22h avec le grand débat du mercredi soir. Autrefois qualifié d'institution vieillotte et dépassée, voilà que le Sénat est aujourd'hui au centre de toutes les convoitises, à droite comme à gauche, sans oublier le centre. Bien sûr, on se bouscule pour figurer sur les listes des élections de ce mois de septembre. Pour preuve, les listes dissidentes se multiplient. Alors pourquoi ce désir de Sénat? On en parle avec des candidats justement ce soir avec nous. Yves Gégaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, candidat Confédération des centres sénatoriales en Seine-et-Marne. Parti radical. Avec nous également Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir, candidate socialiste à Paris. Natacha Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous pour la première fois sur ce plateau, maire UMP de Calais, candidate dans le Nord-Pas-de-Calais. Et il n'est pas candidat. Il m'accompagne ce soir, Patrick Roger, journaliste au Monde. Patrick Roger, j'ai dit un désir de Sénat. C'est vrai ? Certainement parce que, le Sénat a retrouvé quand même une sorte de légitimité dans le fonctionnement des institutions françaises et notamment du Parlement. 2, parce que l'enjeu cette fois-ci est serré, donc ça peut attirer effectivement un certain nombre de candidats. 3e raison quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu un redécoupage électoral, enfin des circonscriptions législatives, et un certain nombre de députés ont vu leur circonscription supprimée, et certains d'entre eux, donc du coup, qui ne pourront pas être candidats en 2012 aux élections législatives, ont fait le choix, ou leur parti a fait le choix de les présenter au sénatorial. Alors, on va faire un tour de table pour comprendre cet intérêt au Sénat. Yves Gégaud, pourquoi cet intérêt, et puis quel est l'enjeu de votre liste? En Seine-et-Marne, on a un enjeu simple qui rejoint la présidence du Sénat. On a perdu la liste UMP en 2004, a perdu un siège. Enfin, elle aurait pu avoir 4 sièges au lieu d'en avoir 3, ce qu'elle a aujourd'hui. Elle va renouveler ces 3 sièges. L'objectif de ma liste, c'est de gagner ce 4e siège, de le regagner sur le Parti communiste pour renforcer la majorité sénatoriale. Et puis il y a aussi une volonté peut-être aussi de renouveler un peu la représentation sénatoriale. C'est vrai que moi je suis député, je suis déjà législateur, je vote la loi, que j'apprécie le travail du Sénat parce qu'il est réputé sérieux et que, comme ça vient d'être dit très justement, le Sénat a repris une vraie place dans les institutions de la République. Et puis qu'il y a surtout un rôle du sénateur dont on ne parle pas assez, c'est celui d'être aux côtés des collectivités locales, d'être sur le terrain, d'être à côté des maires, des présidents d'intercommunalités. Et moi, je suis aujourd'hui dans un département où il y a 514 communes. Alors en tant que député, j'en ai 63 dont je m'occupe dans ma circonscription. Mais pouvoir mener des combats à l'échelon de 514 communes, oui, c'est intéressant. Donc il y a un enjeu politique, c'est d'essayer d'amener un siège de plus de la Seine-et-Marne vers la majorité sénatoriale. Et puis il y a un enjeu d'intérêt, c'est d'aider les collectivités locales et de mener des combats à un échelon plus important. Et Marie-Noëlle Lienemann, l'enjeu politique pour Paris est très important. Vous menez la bataille pour rafler quelques sièges. Il y a un intérêt particulier pour cette bataille sénatoriale cette année,
Quelques mois avant la présidentielle. Bien sûr, d'abord parce qu'on sait que les jeux sont assez serrés entre la gauche et la droite et que pour la première fois depuis la création de la Ve République, on peut espérer un certain basculement à gauche du Sénat. Et évidemment, si tel était le cas, nous aurions par rapport à la future présidentielle une situation inédite. De cohabitation, peut-être on peut dire. Enfin, pas à ce point, mais en tout cas inédite, qui mettrait en difficulté le pouvoir en place et le président de la République et qui donnerait un levier. Le deuxième enjeu pour nous est quand même que historiquement, chaque fois que nous avons la gauche gagner des élections législatives, on a pu quand même avoir en face de nous un Sénat qui était un obstacle à un certain nombre de changements. Et nous pensons que la politisation du Sénat qui s'est opérée peut-être aussi par justement un meilleur équilibrage des forces, rend possible aujourd'hui que cette chambre ne soit plus la chambre d'inertie par rapport au changement, mais qu'elle puisse engager un certain nombre de volontés transformatrices. Que de changements. En particulier pour les collectivités locales. Car de ce point de vue, je partage le diagnostic de M. Gégaud. La crise actuelle touche de plein fouet les collectivités locales. La réforme des collectivités locales est très mal perçue par une partie des élus locaux. Les difficultés sur le terrain sont considérables. Le Sénat est un des lieux où cette crise peut s'exprimer. De rappeler cette proximité avec les collectivités locales, les territoires et aussi les zones rurales. Alors, Natacha Bouchard, vous êtes beaucoup battue pour être présente sur les listes. Vous avez même relégué certaines personnes au pied du podium. Pas du tout. C'est pas le cas. Je pense que c'est pas le cas. J'ai mal interprété. Complètement. Je suis élue depuis 2008 et nous avons fait le choix de faire une liste d'union dans le Pas-de-Calais, donc de large union, puisque vous revendiquez votre légitimité. Donc. La légitimité d'un maire, oui, d'une ville de 76 500 habitants, donc avec une tête de liste MoDem, liste d'ouverture, comme nous le faisons dans le Pas-de-Calais pour garder ou avoir aussi des combats gagnés. Donc cette liste est ouverte avec des élus de bon sens, tout simplement, qui sont maires, adjoints ou conseillers municipaux. C'est important puisque le rôle des sénateurs est bien là, représenter les maires, les adjoints et conseillers municipaux pour être le relais, défendre, je dirais, les difficultés, voir un peu comment on peut les aider parce qu'on connaît bien leurs problématiques, quelle que soit la taille de la commune. Et à partir de là, le rôle du Sénat au niveau national, c'est effectivement de venir peut-être bousculer l'Assemblée des députés. Donc, sur tous ces points, vous vous rejoignez justement pour bousculer l'Assemblée et puis peut-être aussi la présidentielle. Si le mandat est attractif, c'est aussi parce que cette élection, on dit qu'elle est historique. Pour la première fois de son histoire, le Sénat peut basculer à gauche. D'ailleurs, dans l'un de vos articles, Patrick Roger, vous avez dit que le Sénat n'a jamais été aussi près de basculer à gauche. Mais sur quoi vous vous basez? Va basculer. Oui. Mais c'est quoi? À quoi ça tient? Non, mais alors là, l'analyse que nous avons faite au Monde, c'est une analyse de sociologie électorale. Oula, ça a l'air compliqué comme ça. Non, c'est pas compliqué. Il y a les résultats des élections de 2001 et de 2004, parce que alors là, je ne vais pas entrer dans les détails selon les départements à renouveler. Donc les résultats envoient. Entre-temps, il y a eu des scrutins locaux, au municipal, au cantonal, mais surtout les scrutins municipaux qui importent dans ce cas-là. Des villes, des communes qui ont basculé, soit à droite, soit à gauche, etc. Ça entraîne des déplacements d'électeurs. Et à partir de là, on a une physionomie un petit peu de la carte électorale des élections, du renouvellement à venir. Ouais. Mais ça, c'est la photographie des rapports de force. Une élection cantonale et les candidats, même si c'est pour eux la première fois qu'ils se présentent à une élection sénatoriale, ça veut bien que ensuite, voilà, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de considération. Maintenant, je veux dire une chose. Le débat de ce soir, vous avez titré candidat pour la première fois, pour montrer. Ça montre quand même aussi une chose, s'il y a autant de candidats à ces élections, c'est aussi parce que le Sénat n'est plus la maison de retraite comme on l'a caricaturé pendant des années. C'est aussi
c'est une assemblée politique. Aujourd'hui, c'est une des deux assemblées du Parlement et le Sénat a reconquis, a retrouvé aujourd'hui une véritable légitimité politique. Alors, et puis les collectivités locales sont très importantes dans notre pays et c'est leur assemblée. Donc il y a effectivement une logique. Moi je suis maire, j'ai été élu maire il y a 15 ans, renouvelé dans ma commune. C'est vrai que le Sénat, c'est l'assemblée la plus proche de nous. C'est celle qui défend le plus la représentation locale et ça je pense que c'est aussi un élément. Moi je suis très surpris, mais on nous parle beaucoup du basculement possible du Sénat à gauche. Il y a une grande inquiétude dans les territoires. Quand j'ai entendu Mme Lienemann, je n'ai pas totalement rassuré, parce que si elle dit on veut faire du Sénat, si on le prend à gauche, quelque chose qu'empêchera le pouvoir exécutif de faire son travail, dans ces périodes de crise, vaudrait mieux que ce soit positif que négatif. Ils ont peut-être leur propre solution aussi, les socialistes. Sûrement, mais enfin, si l'objectif jusqu'en 2012, c'est déjà de tout bloquer, ça va être un petit peu gênant. Je pense qu'il y a une réforme des collectivités locales. Sûrement qu'il faut améliorer, mais comme toute réforme, on les améliore une fois qu'elles se sont un peu mises en place. Je pense que le Sénat n'est pas un outil seulement politique, c'est aussi un outil d'amélioration des textes. Oui, on dit que les sénateurs ont plus de recul, qu'ils ont, et je l'ai mesuré, moi j'ai été ministre, quand je venais au Sénat, le travail était plus profond, était plus sérieux sans doute. La loi Bachelot, l'OPSI 2, taxes professionnelles, on peut dire aussi qu'ils ont été un petit peu remodelés, des tricotés ici au Sénat. Mais il faut continuer, mais bien sûr, mais pourquoi il y a deux assemblées? Vous pensez qu'elles votent la même chose et qu'elles pensent la même chose? Il y a deux assemblées, parce qu'il y en a une qui doit avoir du recul, qui doit faire un travail de profondeur, qui doit écouter, concerter ce que disent les collectivités locales. On ne peut plus voter une loi sans entendre ce que vous disent dans votre département les élus et les maires et tous ceux qui sont des électeurs. En ce moment. Oui, ils disent beaucoup de choses, mais ils comptent aussi sur nous pour dire il faut recaler un certain nombre de textes et c'est pas honteux que de dire qu'une loi, tant qu'elle ne s'applique pas, on n'en mesure pas totalement les conséquences. Et je crois qu'il y a un travail de profondeur, un travail sérieux. On ne peut pas être un amateur quand on veut devenir sénateur. On a une obligation. C'est un slogan de campagne, ça sonne. Peut-être que je l'ai inventé ce soir, mais je pense qu'on a une obligation de sérieux, qu'on a une obligation de travail. Voilà, il y a des gens comme Mme Lienemann, comme moi, on a siégé dans les gouvernements et on veut s'intéresser au fond des sujets. C'est aussi ce que permet le Sénat. Marie-Noëlle Lienemann, justement, on a cité de nombreux textes. On a dit que le Sénat avait gagné sa légitimité en tant que véritable chambre, avec un véritable poids, je dirais peut-être pas un contre-pouvoir. C'est à mettre au crédit de Gérard Larcher ? Non, je crois que c'est à mettre au crédit. Enfin, bon, j'ai rien contre le président Larcher en tant que tel, en tant que personne. Mais politiquement, je pense quand même que cette Assemblée, par la nature même de son histoire, avec un bloc centriste plus important qu'ailleurs, s'est trouvée plus percutée par la pratique du président Sarkozy qu'elle ne s'était trouvée percutée par le passé. Deuxièmement, la fois dernière, le rapport de force gauche-droite s'était déjà considérablement amélioré pour la gauche. Donc on est quand même dans une assemblée qui ne ressemble pas à celle qu'on a connue il y a maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années, où elle était très monocolore et où c'était dans la subtilité entre un centre droit et la droite que se jouait le jeu politique. Là, on a une assemblée beaucoup plus diverse dans sa composition politique et plus équilibrée quant aux forces en présence. Je pense aussi que c'est une assemblée très attachée à l'histoire républicaine de ce pays. Et il y a des sujets qui peuvent percuter les sénateurs en matière de liberté, en matière de justice, etc. Donc je pense que cette Assemblée a effectivement gagné en politisation, en crédit et en représentativité. Natacha Bouchard, quand on est candidat comme vous pour la première fois, qu'est-ce qu'on pense espérer apporter pour cette Chambre? Que vous disent vos questions que vous allez répercuter ici? Une campagne de terrain qui défend le président Larcher et qui est persuadé qu'il repassera parce que malgré, je dirais, les calculs, excusez-moi, mais calculettes, il se fait que en dehors des grandes collectivités, le monde rural et les petites collectivités n'ont pas forcément d'appartenance et il y a beaucoup de panachage et beaucoup d'élus en fait sont attachés à leurs élus territoriaux, à leurs sénateurs. Donc ce calcul, je dirais, pour moi n'a pas vraiment de valeur et qu'elle est donc à gagner donc sort en fait de l'ensemble des calculs. Ce que je veux dire, c'est que moi, cette première candidature, c'est quoi? C'est venir
apporter le message en tant que maire des difficultés que je rencontre avec mes autres collègues maires pour que on puisse en fait défendre au niveau du Sénat des modifications, des améliorations, puisque c'est quand même au Sénat que toutes les règles de la collectivité passent, donc c'est une chose importante. Et puis je pense que effectivement on n'a plus du Sénat et certainement grâce au président de la République et au président de l'Archer, on n'a plus cette image justement poussiéreuse où les sénateurs étaient ancrés pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc les renouvellements sont importants. Je voudrais avoir l'avis de Patrick Roger parce qu'il vous écoute depuis tout à l'heure. Il écoute votre discours de premier candidat au sénatorial. Comment vous trouvez, j'allais dire, cette cuvée saison 2011 Attendez, on n'a pas encore les résultats. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on a assisté depuis 2001 et ensuite parce qu'on a un scrutin à moitié proportionnel, quoi. Donc un rajeunissement des effectifs du Sénat, à une féminisation des effectifs du Sénat. Faut rappeler que il y a proportionnellement, il y a plus de femmes au Sénat qu'à l'Assemblée. Soyez pas désolé, quand vous dites non, franchement, c'est pas le sentiment que j'ai envie de donner. Et 3, à une politisation du Sénat, avec un facteur décisif, franchement, c'est l'absence de majorité absolue ici au Sénat. On a vu à travers le débat sur la retraite, débat sur la LOPSI, sur l'immigration, etc., de véritables débats ici au Sénat qu'on n'avait pas eu à l'Assemblée nationale, parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a un groupe qui a la majorité absolue, et on assiste du coup à des débats droite-droite, comme si l'opposition n'existait pas à l'Assemblée nationale. Je prends le dernier exemple sur le collectif budgétaire qui se discute, enfin qui vient dans la discussion vient de s'achever à l'Assemblée nationale. On a fait comme si le débat se passait uniquement au sein de l'UMP. Alors bon, là, il est vrai que le Sénat va avoir un rôle va être un petit peu passé sous la table dans cette discussion-là, parce qu'il est obligé de voter pratiquement conforme. Tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure, il avait tort, Lionel Jospin, quand il a parlé d'anomalie. Non, mais ce qui est une anomalie, c'est il y a plusieurs visions. Voilà, il y a plusieurs visions du Sénat. Le bicamérisme me paraît une bonne chose. Parce que je crois que toutes les grandes démocraties autour de nous, en Europe et ailleurs, fonctionnent avec ce bicamérisme. Alors c'est vrai aussi que ce bicamérisme vient souvent dans les États fédéraux, c'est-à-dire où il y a beaucoup le poids des collectivités locales, encore que la France décentralisée a quand même plus de poids des collectivités locales. Mais je crois quand même que c'est une bonne chose parce que ça évite les grands mouvements de vulnérabilité à l'instant T, à l'opinion, etc. En revanche, c'est la crédibilité de chacune des chambres. Et le mode de scrutin est quand même un mode de scrutin aberrant. Si cette fois-ci, alors qu'on gagne systématiquement toutes les élections intermédiaires dans les collectivités locales, la gauche n'arrive jamais à être majoritaire, à défaut de l'être toute seule, d'avoir une capacité de majoritaire, ça pose quand même le problème du mode de scrutin. Donc le Sénat ne sera plus considéré comme une anomalie si la gauche passe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai mal compris. Non, c'est pas ça. C'est que l'alternance ne peut ne pas fonctionner dans une assemblée comme celle du Sénat. Elle n'a jamais fonctionné. On ne peut quand même pas dire que dans une démocratie, ce soit normal. La majorité des grands élus, pour moi, c'est quand même des grands électeurs. Mais bien sûr, une vraie démocratie. J'entends ce que dit Mme Lienemann. Ce qui est surprenant, c'est que la gauche a quand même exercé le pouvoir pendant assez longtemps dans ce pays et qu'elle n'a jamais éprouvé le besoin de réformer le mode d'élection des sénateurs. Non, mais vous pouvez vous plaindre d'un mode d'élection que vous n'avez pas changé. Donc moi, je pense que l'équilibre n'est pas si mauvais que cela, qu'effectivement on verra. Moi je ne souhaite pas que le Sénat bascule parce que je pense que, comme vous l'avez dit, vous en feriez un seul outil politique de blocage de la politique du gouvernement et que par ces temps de crise on n'a pas besoin de bloquer la politique, c'est déjà assez compliqué. On a besoin des assemblées qui avancent ensemble, on n'a pas besoin de faire des stratégies au petit pied pour dire on va attendre 2012, on va tout bloquer d'ici 2012. Je n'ai pas dit que vous, mais de la gauche qui utiliserait le Sénat pour bloquer le gouvernement. Mais je pense que la question du
mode du scrutin, elle peut se poser. Elle a déjà changé. Les sénateurs étaient avant élus pour 9 ans. Ils le sont pour 6 ans. La proportionnelle est dans beaucoup plus de départements que ça n'était. Les choses évoluent. Et je crois que l'avantage du Sénat, c'est que c'est l'assemblée des racines dans un monde qui change vite. Et que si on veut toujours tout changer tout le temps, on a une France qui va petit à petit se bouleverser, ne plus se comprendre. Le Sénat, un peu de stabilité, ça ne fait quand même pas de mal. Pour finir, un tour de table. Est-ce que vous êtes confiant justement sur vos candidatures respectives, Natacha Bouchard? Tout à fait. Moi, je suis confiante et je suis persuadée que la liste du Pas-de-Calais gardera et maintiendra ces 3 sièges. Il n'y a pas de problème de cumul de mandats. Vous n'avez pas un mandat abandonné pour venir ici? Je suis conseillère régionale. Oui, je vais devoir démissionner du conseil régional. Donc vous avez fait votre choix. Confiant également, Yves Gégaud, Marie-Noëlle Lienemann? Moi, je suis tout à fait confiante, mais en même temps, on n'est pas béat. La raison pour laquelle nous sommes confiants, c'est que nous voyons qu'au-delà des contours habituels des gens qui votent à gauche, il y a, vous en parliez dans les collectivités de petite taille, avec de moindres politisations, une réelle préoccupation de l'état des collectivités et qui souhaitent être entendus. C'est bien de le rappeler. Moi, je fais confiance aux grands électeurs de Seine-et-Marne, mais je ne suis pas plus confiant que défiant. Ils savent Vous êtes prudent. Non, mais il faut être prudent. Vous savez, moi, le lapin, tant qu'il court, a intérêt à être prudent. J'offre une alternative à l'UMP et au PS. Et je voudrais rassembler tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne veulent pas ou plus voter pour l'UMP et ne veulent pas encore voter pour le PS. Merci voilà, il y a un espace. Mesdames, tous candidats au sénatorial, merci aussi Patrick Roger d'avoir apporté votre analyse. Et rendez-vous évidemment, l'élection c'est le 25 septembre avec des éditions spéciales sur notre antenne. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Il avait 36 ans, était père de 3 enfants. Le lieutenant Valéry Toliest a été tué ce matin en Afghanistan lors d'un accrochage dans la vallée de Kapisa au nord du pays. Plusieurs militaires ont été blessés lors de cette opération d'appui à l'armée afghane. Cette nouvelle perte dans l'armée française porte à 75 le nombre de militaires français morts dans le pays depuis 2001. Dans un communiqué ce soir, le président de la République fait part de sa grande tristesse. Nous constatons, comme le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, que le régime syrien s'est livré à des crimes contre l'humanité et que la façon dont il a réprimé les manifestations populaires n'est pas acceptable. Le régime syrien accusé de crimes contre l'humanité par Alain Juppé. La France hausse le ton contre son ancien partenaire dans la région. Le ministre des Affaires étrangères en visite chez son homologue russe n'a pas mâché ses mots contre le régime de Bachar el-Assad, alors que 20 personnes ont encore été tuées aujourd'hui à Homs, dans le centre du pays. Depuis le printemps dernier, suite au mouvement de contestation, le régime syrien mène une répression sanglante dans le pays. La liste s'allonge pour Servier. Après le Mediator, c'est le Protelos, un autre médicament du groupe pharmaceutique qui est dans le collimateur. Selon les révélations du journal Libération ce matin, qui s'est procuré un rapport de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, le laboratoire pharmaceutique aurait dissimulé les effets secondaires de ce nouveau médicament, des effets non mortels. Une information fermement démentie par Servier qui a déclaré n'avoir jamais dissimulé les effets secondaires d'un médicament. Oui, il y a bien eu des retombées. Non, il n'y a pas eu de conséquences sanitaires. Pas de lien entre la catastrophe de Tchernobyl et la hausse des cancers de la thyroïde. Saisie par des associations de malades, la Cour d'appel de Paris a prononcé un non-lieu et clôt ainsi le dossier de la catastrophe de Tchernobyl. Pierre Pellerin, l'ancien patron du service central de protection contre les rayons ionisants, accusé d'avoir dissimulé les risques à l'époque, a été relaxé. Les associations de victimes ont décidé de se pourvoir en cassation. Ce soir, Eva Joly, candidate Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, dénonce un État au-dessus des lois. Répétition générale ce matin à Clamart pour les primaires socialistes. Les sympathisants de gauche étaient invités à tester leur futur bureau de vote. C'est nouveau, c'est une innovation, donc c'est vrai qu'il faut les expliquer. C'est pourquoi je suis aujourd'hui ici à Clamart, comme j'étais il y a quelques jours à la Seine-sur-Mer dans le Var, comme dans toutes les régions de France, on va organiser des répétitions générales de bureaux de vote pour faire passer le message. Tout est prêt et toute la France peut voter. Le budget du dispositif est estimé autour de 1 million d'euros. 1 million, c'est aussi le nombre de votants espérés par le Parti socialiste, histoire de rentrer dans leurs frais.
Et tout de suite, restez avec nous. C'est notre chronique ciné avec Simon Barbary. Bonsoir Simon. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui sort dans les salles. C'est le film Présumé coupable sur l'affaire Outreau, 10 ans après le début de l'instruction de l'un des plus grands fiascos judiciaires français. Le réalisateur Vincent Carinck met en scène l'histoire d'Alain Marécaux, huissier de justice accusé à tort de pédophilie. Il aura passé près de 2 ans en détention provisoire avant d'être acquitté définitivement en 2005. Le rôle est confié à Philippe Torreton et sa vie dans le film bascule un soir de novembre 2001, comme vous allez le voir dans cet extrait. C'est quoi Snoopy? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien monsieur Marécaux? Oui, c'est moi, pourquoi? Commissaire Dury. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Nous allons procéder à une perquisition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez une commission rogatoire? Fabrice Burgot, juge d'instruction. Maman! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Vous et votre épouse êtes accusés de viol sur mineur de moins de 15 ans. Reste avec moi! Mais lâchez-la! Ça va aller. Je t'aime. T'inquiète pas, ils sont trompés. Ils sont passés s'arranger. Mon amour. Alors, Présumé coupable, ce n'est pas un film d'investigation extrêmement documenté comme le font très bien certains films hollywoodiens. Non, c'est plutôt un film intimiste et même très militant, et pour cause, puisque le scénario est tiré du livre d'Alain Marécaux intitulé « Chronique de mon erreur judiciaire ». Alors, avec ce parti pris scénaristique, on ne peut que compatir au calvaire enduré par Alain Marécaux. Toute la procédure pénale est vue à travers les yeux d'un innocent accusé à tort. Donc ça va des interrogatoires musclés de la police jusqu'à l'entêtement presque juvénile du juge Burgot, qui est interprété impeccablement par l'acteur Raphaël Ferré. Mais alors Simon, ce sont bien les dysfonctionnements judiciaires qui ont créé, alimenté la polémique? Oui, puisque Pascal Clément, le ministre de la Justice à l'époque de l'affaire, a visionné le film, et lui, il regrette la mauvaise image de la justice qui est donnée. Et il rappelle qu'à l'issue du scandale d'Outreau, il avait fait voter une loi destinée à empêcher la solitude du juge d'instruction et aussi à limiter la durée de la détention provisoire. Donc la loi n'est pas entrée en vigueur. Et le générique de fin du film de Présumé coupable rappelle, quant à lui, qu'il n'y a pas eu de sanctions disciplinaires à l'égard des magistrats instructeurs. Bien sûr, et on se souvient qu'on avait vu sur notre antenne en fait ces auditions. Est-ce que le juge Burgot, est-ce qu'il a vu le film? Alors il a été invité à une projection individuelle, il a refusé de s'y rendre. Et il a même demandé à ce que son nom soit retiré, ce qui n'a pas été fait. Mais quoi qu'il en soit, Présumé coupable, c'est un film qui ne laisse personne indifférent. Et on ressort assez secoué de la salle, et c'est suffisamment secoué justement pour s'intéresser encore plus à l'affaire Outreau, notamment en se replongeant dans les conclusions de la commission d'enquête parlementaire qui a été diffusée à l'époque, en 2006, sur Public Sénat. Et secoué, vous l'avez été aussi, vous m'avez dit, en sortant de ce film, avec évidemment beaucoup d'émotions et des pleurs pour certains. Merci beaucoup, Simon Barbary. Et avant de terminer cette édition, ce soir, c'est la revue des presses de vos hebdos, avec tout d'abord l'Express, voilà, et sa une sur la guerre des trois au Parti socialiste. Aubry, Hollande, Royal, chacun joue son va-tout, et depuis quelques jours, la primaire est entrée dans une nouvelle phase. À l'approche du premier tour, le 9 octobre, les attaques se multiplient et ce n'est pas prêt de se calmer. Dossier donc à lire dans l'Express. Le Nouvel Observateur à présent titre quant à lui sur les flingueurs de l'Élysée, ou comment on met au pas ceux qui dérangent Nicolas Sarkozy, qui n'aime pas qu'on lui résiste ou qu'on le contredise, affirme l'hebdomadaire qui passe donc en revue les damnés de la Sarkozy. Enfin, Le Point ne titre ni sur la droite ni sur la gauche, mais sur le vin, et c'est un spécial vin avec cette semaine toutes les bonnes affaires sur Internet et dans les caves des régions de France. Voilà, à lire et à déguster avec modération. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, l'émission est Déshabillons-les. Belle soirée. On se retrouve à demain avec grand plaisir.